Afin que le contenu de ce modeste documentaire soit reçu avec plus d'intelligence que d'émotion, nous rappellerons en préambule que la problématique du sexisme est une invention purement moderne. Avant les révolutions françaises, américaines et bolcheviques correspondant aux fondations de l'ère industrielle, la vie des humains, femmes et hommes, était trop ancrée dans les réalités naturelles pour ne serait-ce que se permettre de telles considérations. Chaque individu de la communauté était indispensable, depuis l'organisation en villages et cités jusqu'à la cellule familiale. Aucun individu n'était coupé du groupe comme on l'est aujourd'hui. Dans la paysannerie, les femmes travaillaient aux champs et au bétail comme les hommes. Dans le commerce, idem. Et dans la chevalerie, elles avaient leur place. Et plus on remonte dans le temps, plus ce fait est probant. L'on sait de nos jours que les guerrières vikings furent de terribles adversaires. Car surtout dans l'art de la manipulation des armes, là où la force virile brute peut être écrasante, la vitesse féminine subtile peut être foudroyante. Mais nous ne chercherons pas ici à trancher la question infondée des différences physiologiques, qui est la seule différence réelle à la base de toute la complémentarité sexuée. D'aucuns aujourd'hui, probablement un peu naïfs, semblent s'étonner des récentes découvertes archéologiques au sein des tombes celtiques féminines, desquelles ont été exhumées armes, bijoux et outils, preuve sans équivoque de la présence prépondérante des femmes sur les plans politiques, guerriers et spirituels. Historiquement, nous savons que durant les innombrables millénaires qui auront précédé notre calendrier actuel, l'organisation des sociétés était matriarcale, placée sous l'égide du culte à la déesse mère, la Magna Mater. Au fil de ces périodes qui ont duré bien plus longtemps que notre ère actuelle, l'autorité royale était transmise à un chef mâle par la déesse mère à travers l'union sexuelle sacrée entre ce dernier et une grande prêtresse du culte de la Magna Mater. Tout ceci est bien connu des historiens de l'Antiquité et mérite d'être rappelé aujourd'hui plus que jamais. Certains préféreraient d'ailleurs oublier que, à l'époque, la plus haute distinction pour un prêtre mâle était justement de se faire castrer. C'est d'ailleurs probablement là, du moins en partie, que tire son origine le rituel de la circoncision des prétendus monothéismes. En somme, l'ère patriarcale a débuté avec ce que l'on considère comme le début du monothéisme à l'époque d'Abraham, à partir de qui toute allusion à la polarité féminine du divin fut progressivement occultée. Bien sûr, l'histoire est beaucoup plus complexe, et pour le commun des mortels, ce sont les réalités matérielles qui ont toujours primé au quotidien. Aussi, les femmes ont toujours joué un rôle, sinon central, tout au moins équitable, et en tout cas absolument essentiel dans les sociétés traditionnelles. Nous insistons encore sur le fait que la problématique homme-femme est une problématique toute récente qui correspond à l'ère industrielle. Avant l'ère industrielle, la question de la primauté de la valeur du travail de l'homme sur celui de la femme ne se posait pas. Qui connaît un tant soit peu l'histoire moderne est tout à fait au courant de cette réalité. Ceci étant posé en préambule, démarrons avec un petit peu d'humour et beaucoup de tendresse, avec deux personnalités caricaturant cette dichotomie problématique. Excusez-moi, Je mais... vous en prie, allez-y. Non, mais... Attends. Qui nous rappelle qu'on est une femme ou Excusez-moi, un mais objet? non, tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque-là, je vous suis. Il y a des femmes qui aiment travailler, Oui, comme toi, d'accord, et qui savent faire les deux choses, s'occuper des enfants et de bien. travailler. d'accord, Il y a des femmes qui aiment rester à la maison. d'accord, Ils veulent rester à la maison, ils aiment bien les enfants. ok, Si toutes les femmes travaillent, oui. qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison? Là, il y a du boulot. Marlène, il y a encore du boulot. Si tu as envie de faire quelque chose, tu suis ton mouvement à toi et n'impose pas sur d'autres femmes ce que tu voudrais, toi, faire. Tu comprends? Il faut laisser la vie pour votre relax. explication. Mais c'est vrai. Alors, en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça Je s'appelle... viens de calculer les database, comme on dit. Ouais, exactement. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine. Une image qui est aujourd'hui mondialement connue. Une femme, en bleu de travail, un bandana rouge dans les cheveux, un regard sévère et déterminé, et surtout ce poing levé
qui oscille entre la remontée de manche et la menace d'un bon bourre-pif. Ce que vous venez de faire, c'est super. Vous l'avez reconnu, c'est Rosie la Rifteuse, symbole des luttes féministes de ce début de XXIe siècle. Ah oui, c'est vrai, je les ai vus dans une manifestation il y a pas longtemps. Ta 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 ta. Cause de Macron. L'origine de cette affiche remonte à 1943, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis sont engagés dans le conflit depuis le 7 décembre 1941 et toute la société est tournée vers l'effort de guerre. La conscription a mobilisé la plupart des jeunes gens de plus de 18 ans, tandis que les femmes, elles, ont été appelées dans les usines pour les remplacer. En cela, la propagande d'État utilise l'image de ces femmes au travail pour galvaniser la population et soutenir le moral des troupes. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining, c'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise. Ce n'est bien évidemment pas une nouveauté ni même une exception. Déjà en 1914-1918, les images de propagande utilisent la femme au travail ou plutôt au poste réservé aux hommes au temps de paix. Beaucoup restent très connus des spécialistes de ces périodes, comme cette une de la revue J'ai vu, où l'on voit l'ouvrière, fusil Lebel en main, Rosalie au canon, et entourée d'obus de 150 à 400 mm. En 2007, Aaron Rousseau, qui était un homme de cinéma, atteint d'un cancer, a donné une longue interview à... Comment s'appelle-t-il, Alex Jones. Et il a dit avoir été ami avec un certain Nick Rockefeller. Alors, je ne connais pas l'affiliation, enfin, je veux dire les rapports familiaux entre ce Nick Rockefeller et la fondation du même nom. Enfin, il est vraisemblable que ce très riche monsieur faisait partie de cette bande. Et Aaron Rousseau a dit devant caméra, et il faut retrouver ce passage, que son ami Rockefeller lui a dit que dans les années 60, c'est-à-dire une dizaine d'années après la sortie du rapport Kinsey, c'était eux qui avaient inventé la révolution sexuelle, l'idée étant, en mettant les femmes au travail, de les couper de leurs enfants, de telle sorte qu'on puisse récupérer les enfants. Un soir, nous discutions chez moi et il s'est mis à rire. À ton avis, Aaron, c'est quoi l'émancipation de la femme ? À cette époque, j'avais des idées reçues. J'ai dit qu'elles pouvaient travailler, gagner le même salaire que les hommes, ont pu voter. Il s'est mis à rire. Tu es un idiot. J'ai demandé pourquoi je suis un idiot. Laisse-moi te dire ce que c'est. C'est nous, les Rockefeller, qui avons financé l'émancipation de la femme. C'est la fondation Rockefeller qui en parlait aux journaux et à la télévision pour deux raisons principales. 1. Avant, on ne pouvait taxer qu'une moitié de la population. Et 2. Maintenant, on peut scolariser les enfants plus tôt. On peut influencer leur façon de penser, ce qui brisera leur famille. Les gamins verront l'État, l'école, les responsables comme leur famille, pas leurs parents. Ce sont les deux raisons principales de l'émancipation féminine, que je croyais jusque-là être une aventure noble. Quand j'ai vu leur motivation derrière sa création, j'ai vu le mal derrière ce que je croyais être une aventure noble. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining, c'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise. Pour information, ce symbole du féminisme émane d'Edward Bernays, auteur de l'ouvrage intitulé Propaganda, livre de chevet de Goebbels, justement chef de la propagande nazie. Dorothée Barba, vous voulez nous présenter un homme méconnu, un certain Edward Bernays. On ne peut pas dire que l'histoire ait retenu son nom, en effet. Et pourtant, c'est lui qui a créé les relations publiques au début du XXe siècle aux États-Unis. C'est d'ailleurs lui qui a inventé le terme relations publiques pour remplacer propagande, parce que le mot avait, rien du tout, une petite mauvaise image. Les relations publiques, ça consiste à façonner l'opinion par tous les moyens possibles, pas seulement via la publicité, mais aussi en s'appuyant sur les médias
pour faire passer son message, transformer de la communication en information. Edward Bernays appelait ça la fabrique du consentement. Le parcours de cet homme est assez spectaculaire. Il a d'abord participé, aux côtés du président Wilson, à une commission chargée de convaincre l'opinion américaine du bien fondé d'une entrée en guerre des États-Unis en 1917. En 1917, Woodrow Wilson a formé le Comité des Relations Publiques, aussi connu sous l'acronyme CPI. C'était une agence de propagande dont le but était de construire un soutien pour la guerre au sein du peuple états-unien. Le CPI, dirigé par un certain George Creel, était connu pour ses tactiques de bourrin, ses exagérations criantes et ses mensonges effrontés. Cependant, l'un des membres du CPI, Edward Bernays, avait une approche plus subtile. Plutôt que de recourir à des tactiques vulgaires, Bernays a étudié l'état d'esprit du peuple américain, puis a créé une campagne basée sur ses observations pour promouvoir l'idée que le rôle des États-Unis dans la guerre était de faire, entre guillemets, un monde sûr pour la démocratie. Ce slogan a connu un grand succès, si grand d'ailleurs qu'il est toujours utilisé aujourd'hui. Et après la guerre, il a travaillé pour des entreprises. Et notamment une marque de bacon. Plutôt que de faire une pub expliquant que ce bacon est très bon, Bernays a l'idée de se mettre dans la poche des dizaines de médecins qui vont dire partout que le petit déjeuner doit être très copieux, de préférence avec des œufs et du bacon. Et c'est ainsi que les œufs au bacon sont devenus un repère culturel, une institution du petit-déj américain. C'est une création marketing pure et dure. Très malin. Le succès de sa formule « Faire un monde plus sûr pour la démocratie » pendant la guerre, à domicile et à l'étranger, a fait germer une idée dans l'esprit de Bernays. Les techniques de psychologie de groupe pouvaient-elles fonctionner en temps de paix ? Quand je suis revenu aux États-Unis, j'ai remarqué que si on pouvait utiliser la propagande pour la guerre, on pouvait certainement aussi l'utiliser pour la paix. Et propagande doit être un très vilain mot, certainement parce que les Allemands l'utilisaient. Alors j'ai essayé de trouver une autre façon de dire ça. Alors nous nous sommes décidés pour le Comité des Relations Publiques. Encore plus fort, quand il travaille pour une marque de tabac, Bernays décide de faire fumer les femmes. Elles ne fumaient pas dans l'espace public, c'était très mal vu. C'est lui qui a fait tomber ce tabou. Alors pour ça, il a enrôlé des femmes de la bonne société de l'époque et a organisé un coup d'éclat, pas officiellement pour la marque de cigarettes pour laquelle il travaillait bien sûr, mais pour le droit des femmes. Pour lancer sa campagne de communication, Edward Bernays a l'idée d'utiliser comme tremplin médiatique un événement populaire, la célèbre parade annuelle des fêtes de Pâques à New York. Un jour, je me suis fait la réflexion que n'importe quelle jeune femme au fait de son époque et qui se prenait pour une victime de discrimination serait enchantée à l'idée de se faire remarquer dans la parade de Pâques pour mettre en scène l'idée que les cigarettes étaient en fait des torches de la liberté. Et pour faire tomber les tabous à propos des femmes qui fument. Alors j'ai contacté une jeune femme de mes amies, lui ai demandé de dénicher une autre de ses amies et deux jeunes gens qu'elles aimaient bien. Et je les ai briefés sur la façon dont elles devaient répondre aux journalistes qui ne manqueraient pas de les interroger. Il a donc eu ces femmes défilant sur la 5e avenue en allumant des cigarettes qu'il a surnommées les torches de la liberté. Et pour s'assurer que l'événement allait faire du bruit, il a recruté des photographes des grands journaux et des agences de presse du monde entier pour l'immortaliser. Il y avait les trois grandes associations de presse, Associated Press, la United Press et le Service d'information nationale. Je leur ai dit de se pavaner entre la 34e et la 57e rue et d'allumer des torches de la liberté pour protester contre l'inhumanité masculine et son tabou contre les femmes qui fument. Et son expression, les torches de la liberté, est reprise partout dans la presse. Dès le lendemain, les femmes qui fument dans la rue sont devenues une information, un sujet de société, alors qu'il a entièrement fabriqué ce défilé, fabriqué cet événement. Le lendemain matin, tous les journaux aux États-Unis, même le New York Times, avaient le même genre de première page.
Des jeunes femmes allument des torches de la liberté pour protester contre l'inhumanité masculine et son tabou contre les femmes qui fument. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ce qui m'a paru très intéressant, c'est qu'en moins de 3 jours, tous les journaux, sans la moindre intervention de ma part, publiaient des articles sur les femmes qui fumaient à Union Square à San Francisco, à Denver et dans les quartiers de Boston. Et en quelques mois, la consommation de tabac chez les femmes a grimpé en flèche. Avouez que c'est fort. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining. Edward Bernays a présenté la cigarette comme un symbole phallique et donc un instrument de la domination masculine. À ce titre, il n'est pas inutile de rappeler que cet homme était le neveu de Sigmund Freud. Toute sa théorie sur la meilleure manière d'influencer les foules en s'adressant à leurs émotions, à leurs instincts, voire à leur inconscient, vient en grande partie de son tonton. Voilà, tiens. Vous avez l'air de bien vous marrer. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, a trouvé l'approche de Bernays fort efficace. Bernays a admis ce fait dans son autobiographie de 1965 intitulée « Biographie d'une idée », en écrivant, ouvrez les guillemets, Goebbels utilisait mon livre Cristalliser l'opinion publique comme base pour sa campagne destructrice contre les Juifs d'Allemagne. Visiblement, l'attaque contre les Juifs en Allemagne ne résultait pas de sursauts émotionnels des nazis, c'était bien une campagne délibérée. Voilà, Edward Bernays est mort en 1995. Il va sans dire que le métier qu'il a inventé se porte plutôt pas mal aujourd'hui. Se plonger dans le parcours de cet homme très controversé et précieux aujourd'hui pour mieux comprendre le monde saturé de communication dans lequel on vit. C'est ironique d'ailleurs d'avoir sombré dans l'oubli quand on a passé sa vie à influencer l'opinion. Qui nous rappelle qu'on est une femme ou un objet. Non. Après avoir achevé les nations, pour le meilleur et pour l'Empire, à la sortie des 2 dernières guerres mondiales, jusqu'à avoir fait disparaître même la solidarité entre voisins suite à l'exode rural, le dernier pilier préservant l'individu des prédations géopolitiques et sociales étant la famille. Et c'est alors que l'on peut comprendre le travail de sape systématique des Edward Bernays et consorts. Alors bien entendu, tout n'est pas noir ou blanc et de nombreux bienfaits émanent de ces mouvements sociaux. Mais le projet de ceux qui les auront décidés et instaurés aura été savamment emballé tel un bonbon empoisonné dans un beau paquet bien brillant. Diviser pour régner, maxime impérissable, disait l'autre. Parce qu'effectivement, s'il y a conflit même entre femmes et hommes, qui sont la base du foyer stable, au cœur duquel les enfants pourront se développer afin de devenir les adultes stables, qui pourront assurer la continuité d'une société stable, que reste-t-il de notre humanité ?